Salut tout le monde, bienvenue dans la 4 du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui il y a une vidéo qui n'aurait pas dû sortir, une vidéo qui n'aurait pas dû exister, mais c'est à cause de vous, voilà, tout simplement. Alors, au-delà de la formulation de politesse, ça va Miss, non ça va pas, oui, vous allez bien, vous, attends, ça va pas, j'ai les problèmes d'érection depuis 10 ans, je connais ça, avec Simone, on a connu ça, courage frérot. Le but du jeu c'est de mettre un commentaire, de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que bah ouais, l'algorithme YouTube est en train de me pisser dessus en ce moment. Et moi j'ai du mal à lever la tête de l'eau et je repars au charbon frérot. Ouais, on n'est pas tous égaux dans ce monde de merde. Putain, c'est quoi ce début de vidéo les gars, n'importe quoi ça. Le top 10, vous avez été des centaines, je rigole pas, hein, des centaines à me dire s'il te plaît, est-ce que tu peux nous balancer ton top 10, s'il te plaît, ever. Mais en fait je suis un mec indécis. Quand je rentre dans une librairie où j'achète rien, j'arrive pas à me décider, et ça fait 3 heures que je suis dedans et les mecs sont en train de me regarder en disant qu'est-ce qui prend le blondinaire là, ça fait 2 heures qu'il est au fond de la librairie, il regarde le même rayon, je sais pas ce qu'il... Qu'est-ce qu'il prend? Je peux vous aider monsieur? Non c'est bon merci, c'est gentil. Non parce qu'on va fermer là, il est bientôt midi donc Oui j'en ai pour 1 minute. Bon par contre il va falloir y aller parce que là franchement je commence à avoir les gros et si tu veux pas que je te sente un coup de pied dans le cul, va falloir que tu grouilles. Ou tu choisis celle-là, ou tu choisis celle-là, ou tu prends les deux mais tu te décides. Oui pardon, excusez-moi, je vais pas prendre cela, du coup, vous avez la VO à côté. Voilà, je suis vraiment un mec indécis et du coup j'arrive pas à faire des tops, c'est impossible. Là vous allez voir le top qui est là. Le but du jeu c'est qu'il bouge avec le temps. Oui, on va intégrer un nouveau élément dans le décor. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un tube, on n'est pas en train de faire de la musique, mais dès qu'il y aura un titre, une œuvre qui me plaît, et ben il est possible qu'il rentre dans le top 10 parce qu'on va faire le top 10 BD, top 10 comics et pas un top mais toutes les œuvres un peu singulières, inclassables, que j'ai adoré mais que je peux pas mettre dans mon top, et ben j'ai fait une colonne aussi pour ça. Voilà, vous avez vu derrière moi, il y a un gros panneau blanc, un énorme panneau blanc, regardez comme il est beau. Et sachez que ça, c'est de la ferraille. Du coup, c'est aimanté. Et vu que je travaille dans la publicité, je me suis fait des petits magnettes un peu propres, un peu stylés. Ah, j'ai hâte de vous montrer ça. Yes! Dites-moi d'ores et déjà, maintenant là, tout de suite là. Vraiment. Mettez votre top 5. Ou top 10 si vous voulez. C'est chaud le top 10. Pas de l'année. De la vie, mon pote. Et c'est ça que vous m'avez demandé. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est parti! Et c'est le monteur déjà, voilà, ça va vous, moi ça va très bien. Écoutez, avant de vous lancer dans cette espèce de vidéo marathon complètement insensée, où on sait très bien qu'au bout de 15 minutes sur YouTube les gens se barrent, mais non, Monsieur Mills décide tout simplement de faire un double top 10 qui frôle avec l'heure, hein, quand même 1 heure de visionnage, c'est quand même pas, ça se trouve pas dans le cul un poney, tu vois. Non, le mec continue, ça me prend une plombe, mais ça fait des heures et des heures que je suis en train de monter un truc de merde, pour entendre dire un mec, Titeuf c'est mieux que Boulébi, qui est mieux que Titeuf, en fait, bref. Pardon, excusez-moi. Non, juste un petit détail. Mills est comme moi a une barbe, d'accord et bon, elle est beaucoup moins soyeuse que la mienne, on est d'accord, mais il a aussi des cheveux longs et parfois des petits cheveux peuvent se loger dans la barbe, d'accord? Il faudrait vraiment pas avoir de chance pour que un cheveu se loge dans la barbe et qu'il brille comme ça avec la lumière, hein, vraiment, voilà, c'est fin, un cheveu, ça se verra pas. Mais, vous ne connaissez pas Mills, qu'à l'hygiène d'un crocodile des marécages qui aurait eu la chiasse, le mec a un cheveu qui pend, plus, je sais pas, alors je pense que c'est une poussière, d'accord, hein, mais ça peut être très bien une crotte de nez ou une crotte de cul. Non, mais le mec est dégueulasse, voilà. Donc pendant toute la vidéo, tu vois le truc qui est là, qui se balade, et moi j'ai rien pu faire, voilà, j'ai rien pu faire. Et autant dire que 2h30 de rush, il avait pas envie de la retourner, et j'ai certainement pas envie de refaire du montage, voilà. Je vous laisse avec cette espèce de truc là, cette espèce de truc glotte là, comme un dindon. Bref, bon visionnage. Allez, c'est parti ma petite perruche. On est parti, accrochez-vous vos ceintures. C'est parti. Oui, bah j'ai pris le micro au cas où j'ai des conneries à dire. C'est un bordel, je sais pas si on le voit, mais c'est un dawa monumental, voilà, parce que je suis en train de faire de la batterie, puis y a pas la place, et puis plus ça va, plus j'ai des BD, plus j'ai des comics, moi je sais quoi en foutre, voilà, tout simplement. Alors vous m'excuserez, j'ai un pantalon déchiré, j'ai un pull, voilà. On fait comme on peut, hein, d'accord? Donc alors, un panneau, donc je vais retourner, j'ai fait un petit visuel un peu royal, machin, parce que bah je vous le dis depuis le début de cette chaîne-là, mais la bibliothèque royale du Mills, ma petite perruche. Moi je suis quelqu'un d'assez bon public, vous le voyez, je parle beaucoup de positivité sur la chaîne, et c'est ce qui me tient
à cœur, c'est de parler des œuvres qui comptent et qui sont cool pour vous de découvrir et de partager ensemble après nos simples lectures. Moi, ce que je trouve cool dans cette démarche, c'est pas de dire ah ouais ça c'est mieux que ça ou ça c'est mieux que ça, ok? C'est de faire un classement pour pouvoir parler des œuvres qui rentrent et qui sortent de ce top. Parce que les 3 premiers, bon voilà, vont peut-être avoir un peu de mal à bouger, mais en tout cas les 7 qui suivent vont forcément bouger. Il y en a qui vont sortir. Mais déjà si t'étais sur le tableau à la base, si la BD qui est sortie là, qui était 10e, elle est sortie à la 11e place, c'est pas bien grave parce que c'était déjà dans le panthéon de la cave du Mills, tu vois, il y a un truc et j'aime beaucoup moi classifier les choses et c'est pour ça que j'ai fait un tableau et compagnie, juste pour me rappeler que ça existe et pour pouvoir débattre avec des gens. Tu sais, j'aime beaucoup les gens qui arrivent à classer immédiatement leur film, à classer leur meilleur album, le meilleur album d'un artiste, les meilleures chansons ever, le meilleur slow, enfin, moi j'aime beaucoup en fait ce délire parce que ça propose tout simplement de pouvoir discuter avec des gens et de pouvoir échanger et dire ah ouais toi, dis donc toi c'est Nolan ton meilleur réalisateur, d'accord, ok. On s'en fout. Mais ça permet d'ouvrir une discussion, tu vois. Et bah sur la bande dessinée c'est pareil. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit tableau et je vais vous montrer le visuel tout de suite. C'est parti. Alors, oh. Tadam! Les lectures royales de la cave. Alors ici tu as la BD, les comics et les ovnis. Je pense que le mot ovni c'est tout trouvé pour la cave du Mills. Donc voilà le petit tableau. Sachez qu'il va être aimanté avec des petits manettes qui sont ici, que j'ai prédécoupés à mon entreprise et que je vais tout simplement coller, qui vont pouvoir du coup glisser facilement comme ça. Alors, on va commencer immédiatement avec les ovnis, mes perruches, d'accord? Je vais vous présenter un ovni qui était pour moi inclassable, mais que je pouvais pas ne pas mettre sur le tableau tellement il m'avait touché. On commence immédiatement par Kane State de Dirtbag Derf, 4 morts dans l'Ohio, qui est une œuvre incroyable qui parle tout simplement de cette tuerie qui a eu lieu dans cet état aux États-Unis et qui m'a bouleversé, chagriné. C'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée, mais qui est quand même assez inclassable dans le sens où graphiquement c'est atypique, mais je pourrais jamais dire que je suis pas subjugué par le dessin. Je l'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant et très intelligent, mais c'est un dessin tellement cartoon, tellement comic strip, tu vois, il y a vraiment ce délire de ce petit strip dans le canard que tu peux avoir quand tu ouvres ton journal. Mais par contre c'est tellement bien documenté que je le mets en ovni parce que pour moi c'est l'une des œuvres les plus documentées que j'ai jamais eu à lire en fait. Voilà. Kane State de chez Ça et Là, vraiment ça mérite sa place de ouf. Voilà, on commence par le bas évidemment. Et encore une fois, on n'est pas là pour classer quoi que ce soit. Ensuite, les 2 prochaines lectures que je vais vous présenter, ça va plus être sur le côté gore, inclassable parce que gore, mais tout de même jouissif. Alors encore une fois, ce tableau-là va forcément évoluer. Là, typiquement, il y a Red Room qu'il faut que je me fasse de Ed Piscor. Il y a plein d'œuvres comme ça un peu chelou, très underground que je dois lire. Et forcément, un jour, elles s'afficheront ici. Mais sachez que dans cette colonne-là, il n'y a pas de case exprès parce que ça peut être vraiment pour le graphisme, pour l'histoire, pour l'artiste, pour l'œuvre. Ça peut être aussi un travail de mémoire, ça peut être voilà, c'est vraiment des œuvres inclassables à mon sens. La prochaine œuvre, c'est parce que c'est un scénariste qui compte énormément pour moi puisqu'il a scénarisé mon personnage Marvel préféré. Je parle évidemment de Garth Ennis et le dessinateur Jason Burrows pour Crust. Voilà, Crust, si vous ne connaissez pas, on est dans un monde post-apocalyptique où les gens chopent un virus qui leur font une espèce d'énorme croix sur la gueule et en fait ça devient des psychopathes. Voilà, leur maladie c'est de devenir des psychopathes, donc se branler dans un bras découpé, des trucs complètement horribles, mettre leur sexe dans tous les orifices possibles et imaginables pour public averti. Mais c'est vraiment un incontournable pour moi parce que j'aime le côté gore, j'aime l'irrévérence de Garth Ennis et je suis un énorme fan de post-apo tout simplement. Donc Crust qui arrive à la 3e place, mais en gros il n'y a pas vraiment de place, vous l'aurez compris, dans ce top. On continue avec les trucs horribles, les trucs qui donnent envie de germer quand tu le lis. Là vraiment c'était la claque de l'année 2023, 2024, fin 2023, début 2024. Une œuvre qui m'a laissé sur le bas-côté, vraiment une œuvre qui m'a... j'ai pas réussi à monter dans le train, je l'ai vu passer et j'étais effaré de voir que ce train passait si vite. Voilà, quelle allégorie mon pote, non, vraiment une métaphore incroyable pour dire que Groovy Death Trip de Josh Simons, c'est vraiment à mon sens l'œuvre la plus impactante en termes de gore, en termes de possibilités graphiques et de pousser les curseurs dans le côté malsain. J'ai jamais lu ça de ma vie, c'est quelque chose qui est horrible. Là vraiment il faut pas le lire même pour les adultes qui sont un peu sensibles. Non, autant vous dire que pour les enfants c'est interdit. Cross évidemment aussi, mais Cross il y a un petit côté bête, benet, tu vois. Là il y a vraiment Groovy Death Trip, il y a vraiment quelque chose qui est viscéral, qui est horrible. C'est terrible en fait, c'est terrible. Groovy Death Trip c'est dégueulasse. Voilà, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi
aussi horrible. J'ai pas pu la revendre parce que je me suis résigné à me dire non, il faut absolument que cette œuvre existe et persiste dans ma bibliothèque. De toute manière, il y a aucun de mes potes qui aurait voulu prendre cette BD et je me voyais pas vraiment mettre ça dans une cabane à livres et le vendre, aucun intérêt du coup vu que j'ai encore un peu de place dans ma bibliothèque. C'est la première fois de ma vie où je me suis rendu compte qu'une œuvre pouvait être une arme. Tu laisses ça pour un gamin de 8 ans qui a beaucoup d'imagination, je pense qu'il a des séquelles, réellement. Groovy Death Trip de Josh Simons. C'est deuxième parce que c'est deuxième par rapport à son côté impactant, son côté vicieux, dérangeant. C'est sublime à quel point on peut déranger avec tout simplement de l'art séquentiel. Et pour terminer, là c'est pour le côté graphique, voilà, ça c'est mon petit coup de cœur parce que c'est mon dessinateur préféré, parce que c'est dans des formats magnifiques, parce que c'est une histoire complètement folle, et d'ailleurs il faut que j'en parle absolument tout dans la cave du Mysque, que je ferai, je pense, un épisode dédié à ce Geoff Darrow, qui est un mec que je surkiffe. Vous connaissez certainement The Shaolin Cowboy, et ben c'est lui qui trône à la première place, parce que c'est tellement n'importe quoi de réussir à dessiner aussi bien dans une quantité aussi importante avec autant de détails et avoir une double narration un peu comme Stocco ou comme Cross, toutes ces personnes qui sont là, je viens de citer vraiment 3 dessinateurs qui sont dans le top 10 aussi, tu vois. Et on fera peut-être derrière le top 10 des scénaristes, enfin, vous me direz dans les commentaires si ça vous irait, mais le Shaolin Cowboy c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir le travail graphique de Geoff Darrow. En plus de ça, c'est une belle critique évidemment sur les États-Unis en particulier, mais sur le monde capitaliste en général. Et puis c'est juste du porno pour l'œil, quoi. C'est du porno pour l'œil. Il y a pas d'autre mot. C'est génialissime. Alors il y a 4 tomes du Shaolin Cowboy. Je crois qu'il va y en avoir d'autres qui vont sortir. Ça sort chez Futuropolis. C'est vraiment dans des magnifiques écrins. Et quel putain de plaisir. D'ailleurs, moi je suis en train de collectionner de plus en plus des œuvres de Geoff Darrow et c'est très compliqué. Je crois que c'est La Cité de Feu qui se revend 785 € sur le Bon Coin, tu vois, sur une œuvre qui me faut absolument. Alors je sais pas comment je vais me démerder. Je pense que je vais cumuler je vais cumuler de l'argent sur mon compte Le Bon Coin et un jour je vais passer à l'achat. Ça prendra peut-être des années, mais moi je suis fan de ce mec-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai chopé Comics and Stories de Geoff Darrow sur le Bourbon Thread. Enfin, je l'ai pas lu encore, mais c'est un personnage comme ça qui ressemble très, très fortement chez une cowboy évidemment, puisque c'est un petit peu le début tout simplement. Et encore une fois, dans un format immense. Je sais pas si on se rend bien compte, mais il est immense. Il est beaucoup plus haut et beaucoup plus large que la moyenne. C'est sorti chez Aedena qui était diffusé par Dargo. Aedena c'est Mobius, et Mobius et Darrow sont des grands amis de longue date et ils ont fait des œuvres complètement folles entre eux. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Je suis subjugué de voir le travail que ce mec fait. Et puis il y a, voilà, ce bouquin est important pour ça. Alors là, ça change complètement du truc, mais là je l'ai payé, j'ai payé 45 €. Ouais, en excellent état, hein, on est d'accord. Par exemple, vous avez des planches comme ça, quoi. Bah mais voilà, à un moment, est-ce que c'est pas la meilleure planche que t'as vue de ta vie avec des poulets géants là avec des œufs? C'est un Où est Charlie, frère? Il y a des alligators sur le toit. Enfin bref, cette espèce d'énorme baleine qui se balade comme ça dans la ville en détruisant tout sur son passage. Enfin c'est merveilleux, vraiment. Et puis ça, regardez-moi ça, bordel. Est-ce que c'est pas magnifique ça, sans déconner? Bref, Geoff Darrow c'est évidemment premier et je pense que ça ne bougera jamais. Parce que maintenant ça fait beaucoup trop de temps que je suis ce mec et qui habite à Morlaix maintenant. Putain, j'en peux plus, je suis né à Morlaix, j'ai jamais croisé là-bas. Voilà, donc s'il voit cette vidéo, contacte-moi mec, j'aimerais beaucoup papoter avec toi, même pas faire de vidéo si tu veux pas, mais je veux absolument qu'on discute avant que je parte de cette planète, tu vois. Voilà, tout simplement. Donc voilà mon petit top OVNI, ma perruche. On va passer sur la BD, ok? Allez, c'est parti. La première BD, non, c'est des comics ça. Oui, je vais pas me gourer, je ne vais pas gourer dans les magnettes parce que sinon c'est la tristesse. La première bande dessinée, donc ma 10e bande dessinée, ça va être une bande dessinée qui est sortie récemment, qui est sortie en 2024, dessinée et scénarisée par Panaccione et Di Gregorio. C'est une œuvre sortie chez Delcourt qui était très importante pour moi parce qu'elle parlait des violences faites aux enfants, des sévices faits aux enfants. Je faisais partie quand même de cette tranche de la population qui était quand même un peu des galériens, voilà, on va pas se mentir, et dans ces familles-là, très souvent il y a des catastrophes qui se passent, donc c'est un truc que je défendrai toujours. Encore une fois, je suis pas un porte-étendard, mais j'ai trouvé que cette œuvre, elle l'était, et pour moi c'est une des œuvres, et malheureusement elle sortira assez vite parce que vous vous doutez bien que dans la bande dessinée, il y a énormément de choses qui vont s'intégrer là-dedans. Par exemple, si je lis Les 5 Terres et que j'aime à la folie l'œuvre, risque d'arriver 10e par exemple. Il y a énormément d'œuvres que j'ai pas lues de Mobius par exemple ou de Drouillet. C'est des œuvres qui vont forcément remplacer cette 10e place, mais je tenais à la mettre ici parce que c'est très important, voilà, qu'on en parle encore une fois,
une ultime fois ici dans la cave du Mills. C'est une œuvre qui m'a bouleversé. Ça s'appelle L'Homme en Noir, voilà. J'avais découvert ça chez BD16, la librairie BD16. L'Homme en Noir, l'histoire de ce petit garçon qui a des brides, des souvenirs qui reviennent d'une agression qu'il a subie, et ses parents sont dans l'incompréhension la plus totale, et lui commence à avoir des flashs et compagnie. Bref, c'est très 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 bien retranscrit, l'émotion est présente. J'ai pleuré, hein, clairement, j'ai pleuré comme une madeleine. Je l'ai relu, je l'ai filé à ma femme qui vraiment était un peu choquée, et je l'ai conseillé à énormément de gens. Il y a eu beaucoup de retours sur cette œuvre. C'est une œuvre qui est vraiment très importante pour moi, et c'est pour ça que je la mets à la 10e place de la bande dessinée. Voilà. Sympa le petit trône derrière là, non? Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça cool. Ensuite, c'est une œuvre, l'une des premières œuvres dont j'ai parlé dans la cave du Mills, une BD que j'ai adorée. Les 2 premiers tomes sont sortis, le 3e se fait largement attendre. Alors vous avez découvert de quoi je vais parler. Je vais parler de Nicolas Petrimo qui nous a proposé un Il faut flinguer Ramirez. Alors ça, c'est le premier acte que j'ai préféré au 2e acte. D'ailleurs, j'ai peur pour le 3e acte, comme la plupart des gens en général, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'attentes. Et de 2, j'ai trouvé le second tome plus intéressant par rapport au développement de l'histoire, mais beaucoup trop what the fuck par rapport à ce premier tome. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, ça peut être détrôné par des Valhalla Hotel, où faut que je lise tout Valhalla Hotel, par des Carthago, par beaucoup de westerns et compagnie qui, je crois qu'il y en a pas, des westerns dans le top. Et pourtant, il y a des choses merveilleuses. Évidemment, encore une fois, c'est pas objectif, hein, comme top. Je pars du principe que ce que j'ai lu récemment et ce qui m'a le plus impacté, ça va sur le top. Et du coup, ça va me forcer à relire des trucs complètement monstrueux, quoi. Tu vois, alors là, je te parle de la bande dessinée, mais on parlera du comics tout à l'heure. Évidemment, il y a des trucs qui vont s'intégrer, et des classiques. Et des classiques que j'ai lus il y a 10 ans. Au final, je sais pas si j'aime toujours, donc je préfère les relire et remodeler mon truc. Et je pense qu'à la fin de l'année, vu que je vais me tenir à ça va être un petit peu le fil rouge de la cave du Mills. Forcément, il aura un peu plus de gueule. Il sera un peu plus affûté, ce top 10, tu vois. Parce que je me serais attelé à faire des relectures pour pouvoir juger du classement. Et encore une fois, c'est pas pour classer cette œuvre par rapport à une autre. C'est juste pour moi une histoire d'organisation et un prétexte pour parler des œuvres, tout simplement. Donc, il faut flinguer Ramirez, acte 1. L'histoire de ce mec muet qui répare les aspirateurs et tout ce qui est électroménager comme un dieu. Il est énigmatique, on sait pas s'il a baigné, qui a peut-être baigné peut-être dans la mafia, on sait pas trop. Il y a une enquête autour de sa tronche avec une histoire avec un pépé magique. Enfin, pas magique, mais une histoire de rock et tout. Enfin bref, c'est très 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 bien amené. Là, le dessin est magnifique. L'histoire est complètement déglingos. Enfin, c'est vraiment vraiment cool. Voilà, vraiment cool. Ensuite, on enchaîne avec en 7e place du coup une œuvre qui est charnière pour moi, qui est incroyable parce que je connais maintenant très bien les auteurs. J'ai lu toutes les œuvres de chez Petit à Petit qui traitent de cette œuvre-là. Elle est arrivée dans le top 10. Elle va peut-être sortir un de ces 4, mais en tout cas, sachez que ça pourrait à tout jamais rester dans ce top 10. C'est une œuvre dont j'ai pris une claque, et en plus de toute cette claque graphique et la construction de l'histoire, dans RIP, hein, si vous saviez pas, on va parler de RIP évidemment. Si pour vous vous voulez une histoire qui a plusieurs points de vue et qui parle d'une espèce de disparition de bague et qui va foutre un bordel dans une équipe de personnes qui va se tirer dans les pattes, avec chaque tome va parler d'un personnage, d'un protagoniste ou antagoniste différent. Si vous voulez quelque chose de bien ficelé, de bien dessiné et compagnie, ouais, c'est sur ça qu'il faut se tourner en franco-belge en ce moment. C'est une petite révolution dans le milieu, faut le savoir. RIP, c'est vraiment quelque chose qui a énormément marché. Et en plus de ça, j'ai eu la chance Gates m'a contacté lui et m'a dit hey, t'as parlé de ma BD, si tu veux on va boire un verre, et on a hyper sympathisé. C'est un mec adorable. C'est le sang de la veine maintenant. Ouais, je suis trop fan de Gates et de Julien Monnier évidemment. Julien Monnier qui est une crème absolue, qui est un gars, je pense, si je l'avais croisé au collège et qu'on avait sympathisé, qu'on était dans la même classe, tu sais, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Je pense qu'on aurait pu être très 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 amis, vraiment. Je pense que c'est typiquement le genre de mec avec qui je pourrais passer tout mon collège, tu vois. Parce que il est bourré de gentillesse. C'est un petit chenapan quelque part. Et c'est des gens adorables qui ont fait une BD incroyable. C'est en 6 tomes. C'est chez Petit à Petit. C'est vraiment, il faut y aller, quoi. C'est une tuerie. RIP. J'ai mis le tome 1, mais moi j'ai préféré ensuite une œuvre que j'ai découvert récemment également, sortie chez Futuropolis également. C'est une œuvre qui s'appelle Urban de Luc Brunswick et de Roberto Ricci. Et une histoire complètement incroyable de science-fiction où dans une méga cité on va rendre une espèce de chasse à l'homme. On va l'amener un petit peu comme une télé-réalité. Un petit peu ce qu'a pu faire Sean Murphy. Mais vraiment là c'est cool parce que tu vas suivre un gars qui est un petit peu pâteau, qui arrive dans une énorme ville qui le dépasse, et c'est bouleversant, c'est tragique, c'est beau, c'est vraiment vraiment très beau. L'édition, le travail d'édition de chez Futuropolis c'est incroyable, c'est en une intégrale, c'est merveilleux. Et ce que ça raconte c'est franchement bouleversant. Il y a tout
un parallèle qui est fait avec Alice, le lapin blanc et tout ça. C'est vraiment fou. Si vous aimez la science-fiction dystopique, je pense pas qu'on puisse parler de dystopie. En même temps, c'est un peu ce que c'est. Ouais, de l'anticipation, peut-être un tout petit peu là-dedans, par rapport à une espèce d'énorme ville-jeu comme ça où les gens se déguisent et profitent à fond. C'est vraiment une œuvre incroyable, Urban. Vraiment, c'est une œuvre incroyable que je vous souhaite de découvrir, qui m'a mis une énorme tartasse. Et ça, pareil, ça pourra sortir peut-être un jour ou l'autre, mais il va falloir quand même qu'il y ait du gros lourd en face, parce que là, plus on monte, plus ça commence à être compliqué pour moi. Ensuite, on va parler de lourd également, hein, parce que comme je vous disais, plus on monte, plus c'est la folie, et voilà. Bim, zombies. Alors moi je suis un gros fan de zombies de loup-garou, hein, vraiment c'est mes deux personnages fantastiques que j'adore. Les zombies, ce que ça amène comme histoire, c'est incroyable. Cette cover là, cette affiche là, je l'ai en papier, imprimé sur papier, grand format, je l'ai imprimé dans mes toilettes. J'adore tellement cette cover. Alors elle est belle cette cover, tu me diras bon c'est juste des mains levées, mais attendez, regardez le nombre de mains qu'il y a, je sais pas si on se rend bien compte. C'est complètement dingue, le dessin est incroyable, donc de Pérou et de Léonie. Le tome 0, la mort et les mourants, c'est classé comme de l'anticipation, mais ça n'en est pas vraiment. C'est une tuerie cette série en fait. C'est une histoire de zombies, hein, c'est vraiment des survivants qui vont essayer d'aller, je vais pas spoiler, mais qui vont essayer d'aller à un endroit et qui vont essayer de survivre avec cette horde de zombies incroyable. Évidemment, il y a des histoires, des relations humaines avec des personnages, avec des caractères bien trempés. On est vraiment sur une histoire classique de zombies. Mais c'est comme des jeux vidéo comme State of Decay et compagnie. C'est des jeux où moi, tout ce que je demande, c'est d'avoir plein de zombies à buter et de monter sa base et de rencontrer des gens et de savoir si tu peux faire confiance à un tel ou un tel. Et en même temps, c'est chaud. Et puis là, t'as pas assez de vivres. Il va falloir que tout le monde mette un peu la main à la pâte parce que sinon, la communauté va crever, les zombies vont rentrer, on va tous mourir. Et puis, si t'as pas de compétences physiques, tu peux peut-être avoir des compétences intellectuelles. C'est ça Zombies. Et j'en suis fou. Voilà, depuis très longtemps je suis cette série. Je crois que c'est 2014 ou un truc comme ça, donc ça fait peut-être bien 10 ans ou quelque chose comme ça. Mais bref, en tout cas, si vous aimez les zombies, c'est un incontournable à mon sens en ce qui concerne la bande dessinée franco-belge. Voilà. On arrive à la moitié, ma petite perruche. Et ça pareil, il va falloir se lever de bonne heure avant de détrôner ça, mais rien n'est impossible. Parce que là, il y a un truc qui l'a dégommé déjà en termes de temporalité. C'est une œuvre sortie alors il y a du label 619. Là on est parti sur les labels 619, les 3 prochains c'est du label 619. Et maintenant ma petite perruche, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est du label 619. Et là tout simplement, et là on est parti sur un espèce de long couloir du label 619, clairement. Avec une œuvre que j'ai adorée, avec un artiste que j'ai pu rencontrer sur Nantes, que j'aime beaucoup. Je parle évidemment de Okae pour Neyef, voilà. Neyef qui est un gars qui est adorable et qui a un talent complètement fou. On va suivre un petit George, il me semble, natif américain à qui on va essayer de laver le cerveau pour essayer d'enlever ses racines tout simplement. Et il va croiser tout simplement 3 personnages qui vont l'amener avec eux dans une aventure complètement folle qui va être et drôle et violente et poétique. C'est vraiment un banger absolu. C'est une tuerie, c'est pareil, c'est une des grosses claques de l'année 2023 ou 2022. C'est vraiment une énorme tartasse pour énormément de gens. Moi qui aime le western, alors je disais tout à l'heure j'avais pas de western, mais si, du coup ça en est. Preuve en est, le western plaît toujours en France et quand il est fait par des artistes et surtout fait d'une façon un peu différente, alors écoutez, ça marche, ça trouve écho au public français et je suis absolument fan de cette œuvre et c'est pour ça qu'elle a cette 5e place de Okae de Neyef du label 619. C'est vraiment un must-have si vous l'avez jamais lu et que vous aimez le western, qu'est-ce que vous foutez encore là quoi. Mettez pause, allez chez votre libraire et achetez-moi ça, vous ne serez pas déçus. Putain, je viens de renverser ma flotte, putain, ça me gonfle. Vous aussi vous avez envie de vous tuer des fois là? Ça me fatigue. Putain, c'est pire que de se taper le petit doigt de pied dans la table basse quoi, sans déconner. Renverser de la flotte dans toute ta pièce où il y a toutes tes BD. Putain, c'est quoi la définition de l'horreur? C'est ça mon pote. Bon, et bien là on va partir sur une œuvre, je pense, que beaucoup de BDphiles ont découvert il y a pas si longtemps que ça. Beaucoup de BDphiles doivent le mettre dans son top 5, je pense. Parce qu'on est toujours chez le label 619, on est avec Mathieu Bablet cette fois-ci. Je parle évidemment de Carbone et Silicium, qui est une œuvre incroyable. On va suivre ces 2 automates, donc Carbone et Silicium, qui sont des robots qui vont nous amener comme ça sur une longueur, une énorme longueur, parce que évidemment ils ont une longévité de vie beaucoup plus importante que nous et ils vont nous dépeindre en fait ce que l'humanité va devenir, comment l'homme a traité la Terre, comment l'homme a traité l'homme, comment l'homme se sert du robot, voilà, c'est magnifique. Je pense que beaucoup de gens ont pris une énorme claque en lisant ça. Encore une fois, le label 619 a tapé juste, Mathieu Bablet a tapé juste parce que c'est des artistes avant tout, mais ça a dépoussiéré un petit peu le délire de la science-fiction en France. Mathieu Bablet c'est un gars, je pense que son histoire tu peux forcément être touché, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu
tu viens et quel a été ton parcours, tu seras forcément touché, il y a toujours quelque chose qui va te parler. Là où les gens ne le mettent pas en top 5 la plupart du temps, c'est par rapport à son style graphique. Voilà. C'est très très particulier, Mathieu Bablé, mais c'est singulier et ça marche très très bien. Mathieu Bablé, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Dû traiter pratiquement de toutes ses œuvres. Il doit me rester Adrasté à lire et tout le reste, je les ai lus. Voilà, tout simplement. Carbone et Silicium, un incontournable. Évidemment, de toute façon, on arrive dans le top 4, dans le top 5. Faut arrêter les conneries, faut foncer, faut y aller, faut s'activer, mes petites perruches. Et on enchaîne, mes petites perruches, on enchaîne avec cette œuvre tout à fait incroyable de Mathieu Bablé. Ah, voilà. Et c'est sorti au label 119, c'est évidemment Shangri-La. Shangri-La, alors il me semble que j'avais découvert Mathieu Bablé avec La Belle Mort et j'ai attaqué Shangri-La juste après. Shangri-La, c'est incroyable. C'est pareil, c'est au sein même d'une station, il y a des c'est de la science-fiction. Il y a toujours le dessin de Mathieu Bablé, mais encore plus compliqué à apprécier si on n'aime pas trop le trait un peu tourmenté de Mathieu Bablé, un petit peu hexagonal, je dirais, de ses dessins. Il y a une histoire qui est quand même folle. Ça va traiter évidemment de la traite d'autres espèces, de la façon dont d'autres espèces nous voient. Ça va parler de rébellion, ça va parler c'est dans l'espace. Enfin, c'est tellement bien huilé, Shangri-La, c'est vraiment une putain de pépite, quoi. C'est ma première vraie rencontre avec Mathieu Bablé, c'était celle-là, et depuis je n'arrive plus à l'enlever de ma tête, en fait. C'est une œuvre qui m'a beaucoup plus marqué que Carbone et Silicium à mon sens, après l'avoir relu. C'est une œuvre qui est terrible. C'est une œuvre qui est terrible, qui est dramatique, qui est touchante, quoi. C'est incroyable. Shangri-La, c'est une vraie prouesse pour moi, Shangri-La. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est troisième. Mathieu Bablé, le boss, décidément, vous imaginez, il est 3 dans tout ce que j'ai lu dans toute ma vie, hein. Donc en vrai, c'est de la folie. Je ne voudrais même pas compter parce que évidemment que ça me ferait mal. Je me dirais putain, mais je fais que ça en fait. Mais il est troisième, Shangri-La. C'est vraiment une œuvre que je vous conseille absolument. Ensuite, bah là c'est la jeunesse. Alors là, pour le coup, vous voyez, ça pourrait très bien perdre des places petit à petit parce que c'est toute ma jeunesse. Voilà, c'est mes heures et des heures au CDI, des heures et des heures à la bibliothèque de ma ville. Dans une bibliothèque qui était très très bien fournie, la bibliothèque de Landivisio. C'est une bibliothèque pas très belle, un peu cachée dans un petit porche comme ça. On y rentrait avec deux portes-fenêtres comme ça, rouges, des menuiseries rouges horribles. Et quand tu rentrais, putain, il y avait un calme absolu dans cette ville complètement folle. Tu rentrais dans cette bibliothèque-là et il y avait un calme, il y avait des petits canapés, des sofas qu'il y avait même pas chez moi. Il y avait de la moquette au sol. Et puis t'avançais comme ça et tu allais au rayon franco-belge et tu tombais sur Arleston et Tarquin. Tarquin, moi, j'ai un amour absolu pour ce dessin. Et moi, s'il y a bien une série de franco-belge qui m'a cloué au siège, qui m'a empêché de faire des conneries, mine de rien, dans cette ville complètement folle, une espèce de Gotham comme ça, complètement malfamé, qui est Landivisio, parce qu'il y avait rien pour les... je balance un peu, mais ça, il y avait rien pour les jeunes, c'était un endroit vide. Si t'avais pas de la thune, en fait, tu pouvais crever la bouche ouverte, quoi. Tout ce qui te restait, c'était de prendre ton pack de Valstar et de partir le boire au skatepark, quoi. Mais quand on faisait pas ça avant de boire, écoutez, on allait à la bibliothèque et je me lançais sur Landfust de 3. Voilà. Troll de 3 après, que j'ai adoré aussi. Landfust des étoiles que j'ai pas fini. Je crois que Troll de 3 non plus. Je sais plus combien de tomes il y a, je crois qu'il y en a 8. Sorti chez Soleil. Arleston, alors, le personnage, il est assez clivant. On n'aime pas. Déjà, je tiens à vous dire que Landfust, moi qui suis du Finistère, apparemment Landfust c'est un petit hameau dans le Finistère qui s'appelle Landfust. Il y a beaucoup de noms à la sonorité bretonne dans cette BD. Est-ce que c'est pour ça que je m'y suis attaché ? Je pense pas. C'est une histoire complètement dingue avec chaque personne qui arrive avec un don plus ou moins fort et avec ça, tout le monde va devoir composer et il va s'embarquer dans une espèce d'histoire dingue avec une équipe qui est totalement touchante. Lui va pouvoir travailler le métal en fait et c'est une histoire qui est dingue. Il faudrait que je les relise. Parce que ça fait très très longtemps, mais je sais de toute manière que c'est dans mon cœur. Je parle pas que du premier tome. Quand c'est des séries comme ça, je parle de l'œuvre complète, évidemment. C'est de savoir si Landfust de 3, ça mériterait pas de redescendre. Et croyez-moi, je le ferai. Y a pas de souci. Mais c'est quand même très 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 haut dans mon cœur. Si c'est deuxième, imaginez, Landfust de 3, c'est très très haut dans mon cœur. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, t'es dans ton petit sofa à la bibliothèque et c'est vraiment une Madeleine de Proust pour moi, quoi. Vraiment, c'est une Madeleine de Proust. C'est fou, quoi, de prendre la décision à la préadolescence ou à l'adolescence ou même en tant qu'enfant d'aller à la bibliothèque avec tes parents, avec tes potes, plus avec tes potes pour mon cas, mais ou même tout seul avec tes sœurs et tout, et d'aller à la bibliothèque et d'ouvrir des bouquins et juste de kiffer, quoi, et puis de savoir que dans cette bibliothèque là il y a les Landfust et après t'arrives au bahut et au collège, au lieu de te faire péter la tronche dans la cour, tu vas lire des Landfust au CDI, quoi. Et ouais, c'est pour ça que c'est tu sais, cette ambiance où t'es bien derrière ta BD, tu lèves un peu les yeux, tu
tu vois une fille que tu trouves mignonne, quelqu'un qui a un style un peu drôle, une dame qui a des petites mimiques, je sais pas moi, la documentaliste qui se cure le nez, t'es en train de te marrer, tu vois enfin, c'est tous ces petits moments-là qui font que bah ouais, Landfest c'est très haut dans mon cœur, voilà. Mais je vais les relire et je n'hésiterai pas à le descendre ou à le monter si jamais il mérite la première place. En tout cas, je le mets là pour l'instant. Vous aurez bien compris, je vais faire d'autres magnettes et ça a amené à bouger. Mais je suis très content de voir Landfest là. Et je trouve que ça a de la gueule là. Je trouve que ça a de la gueule tout ça là. Ça commence à se remplir, ma petite perruche. Ça commence à se remplir. La première putain de série de bande dessinée que j'ai kiffé. Que vous dire. Ma peut-être plus grosse claque de science-fiction, alors c'est sûr que c'est la plus grosse claque de science-fiction que j'ai jamais pris en bande dessinée, ça c'est évident, mais la façon dont les personnages étaient caractérisés, le dessin complètement fou de Monsieur Bajram, et là vous avez un indice, une histoire en 6 tomes il me semble, ils ont même fait une suite dont j'ai peur d'aller, voilà, apparemment c'est cool, hein. Et apparemment Monsieur Bajram se lance sur cet univers là sérieusement, parce qu'il veut finir ça, en 2 cycles supplémentaires, donc je crois que ça ferait 3 cycles en tout, mais voilà, vous aurez compris. Pour les connaisseurs, je vais parler de Universal Wars 1. C'est une œuvre qui est majeure pour la science-fiction française, qui est incroyablement bien écrite et qui m'a procuré de la sensualité, de la peur. J'étais genre mind blow, j'étais vraiment matrixé, tous les termes que vous pouvez utiliser, mais j'ai tellement adoré la caractérisation de ces personnages. C'est une équipe qui est composée de personnes un petit peu mauvaises, qui composent une équipe pour tout simplement aller dans l'espace parce qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est complètement fou. Et à la fin, je me rappellerai toute ma vie de cette fin. Toute ma vie, je me dirais, mais putain, mais comment c'est possible? Il y a un truc temporel. Ah, je vous en dis pas beaucoup plus, mais il y a un truc temporel. C'est merveilleux. Voilà. Universal Wars 1, c'est mon coup de cœur ever. Alors ça, avant de le détrôner, mon pote, faut y aller. Hein. Vraiment, le mec qui veut détrôner Universal Wars 1, il est pas né. Hein. Peut-être Bajram lui-même, peut-être le reste du monde, tu sais, toutes ces œuvres un petit peu post-apo pourraient m'accrocher vraiment. Mais je suis persuadé que Universal Wars 1 va rester pendant très longtemps à la première place, si ce n'est toujours, parce que là, vraiment, tout y est. La caractérisation des personnages, la relation entre, il y a des relations père-fils, il y a des relations un petit peu, t'apprends qu'il y a des mecs qui ont fait des trucs des bails pas ouf avec des meufs, t'apprends qu'il y a des gars qui ont désobéi, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans une équipe un petit peu de suicide, c'est un peu une suicide squad quelque part. Tu y crois, tu frémis, tu découvres tous ces personnages-là, j'adore quand tu découvres un équipage en fait, c'est comme t'as l'impression de voir un alien quoi, t'as plein de personnes un peu différentes, avec des caractères bien trempés et tout, et il se passe des dingueries, des tromperies, des machins. Bref, c'est génial, et voilà, et tout ça sur un fond de science-fiction avec une grosse part de mysticisme onirique, voilà. C'est clairement le mot. Mais ouais, je suis un gros fan. Je suis un gros fan, là c'est le tome 1, c'est en 6 tomes. Mais vraiment, c'est une pépite. Universal Wars 1, Landfest de 3, Shangri-La, Carbone et Silicium au Hey Zombies, Urban, Rip, Il faut flinguer Ramirez, L'homme en noir. Voilà pour les BD, mon petit pote. Putain, mais j'ai soif, c'est pas possible. Allez, on va passer aux choses sérieuses. J'ai l'impression d'avoir une gueule de con quand je bois de l'eau. Vraiment, je vous le dis, mais vraiment, c'est un truc... C'est parti pour les comics. T'es prêt? Allez, j'ai enlevé ça parce que j'en veux plus. Hop, ça va rester là, ma petite perruche. C'est parti. Alors là, c'est pareil. J'ai pas encore relu DKR, j'ai pas encore relu typiquement Sin City, donc ça y est pas, les gars. Ok, ça y est pas. Là, je te parle des trucs qui sont frais dans ma tête et que j'ai déjà lu. Voilà, par exemple, typiquement là, Blast. J'ai pas lu Blast. J'ai pas lu Le Combat Ordinaire. Et dans le comics, c'est pareil. Alors, détendez-vous, c'est un top provisoire, voilà, ça va évoluer. Et là, je vais vous te montrer la première place, donc ça sert à rien. Alors, on commence avec... Alors, une œuvre dont je vous disais tout à l'heure, évidemment, ça peut changer encore une fois. Et je suis le genre de mec à mettre une œuvre que je viens de lire là dans le top 10, genre à la 5ème place. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, c'est un peu décousu comme top 5, mais encore une fois, je vais pas te le répéter 1000 fois, ma perruche. C'est fait pour en discuter, tout simplement, voilà. Et bien là, c'est une œuvre dont j'ai parlé il y a 2-3 semaines. Ouais, oui, mon pote, je te jure, je suis le genre de mec, et j'ai adoré, vraiment, c'était un énorme coup de cœur. J'aurais pu mettre une autre œuvre de ce duo, alors, commencez à voir le truc arriver. Scotty Young et Rory Corona, pour Aucune tombe assez profonde, sorti chez Urban Comics, une claque absolue. C'est Ain't No Grave, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris que chaque chapitre, c'était par rapport aux étapes du deuil et compagnie, enfin, tout est bien pensé, et plus je le lis, et plus je me dis que cette putain de pépite va monter, en fait, tout simplement. J'aurais pu mettre Midwest, hein, vraiment, mais je voulais mettre cette œuvre en avant parce que Midwest est tout aussi bonne, mais j'aime bien le côté synthétique, le côté carré, tu vois, j'aime bien le côté concis. Ouais,
quelle pépite quoi. Pour 21 balles, franchement, faut se faire ce cadeau. Histoire de cette meuf qui s'appelle Ryder, qui va tout simplement essayer d'aller botter le cul de la mort parce qu'elle apprend qu'elle est malade et elle veut pas perdre sa fille et son mari. Sauf que pour aller botter la cul de la mort, elle est obligée de se séparer de sa fille et de son mari. Donc en fait, c'est toutes les choses qui nous tourmentent et toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans une seule et même cervelle humaine. Et voilà, je vais pas en parler plus longtemps. Il y a une vidéo qui est sortie là-dessus. Il y a pas si longtemps que ça, j'en suis totalement friand. Et on enchaîne avec une œuvre de Ed Brubaker. Ah oui, c'est Ed Brubaker, bordel, fallait bien qu'il soit là, ce petit coquin. Alors je crois qu'il est peut-être plus haut. En tout cas, Ed Brubaker, Marcos Martin et Mucha Vicente qui ont fait une espèce d'énorme pépite qui m'a réchauffé le cœur pendant 2 ans d'affilée ou 3 ans même. Voilà, Friday, sorti chez Glénat, une œuvre qui m'a bouleversé, qui m'a mis sur le cul. Vous avez été nombreux à me faire confiance et à le lire, et vous avez été nombreux à avoir kiffé également. C'est en 3 tomes. C'est l'histoire de Lancelot et de cette petite Friday là qui sont juste en haut au niveau des arbres là. C'est ces 2 petits gamins qui vont mener des enquêtes sur le surnaturel dans une toute petite ville aidés par la police locale. Alors, en gros, c'est impossible si tu veux, c'est impossible que ça arrive. Mais c'est ça qui est cool. C'est un peu des paillettes, c'est un peu comment dire, c'est une espèce de petit film de Noël. Voilà, surtout qu'il neige en plus là-dedans très souvent. Si t'es un petit peu nostalgique du chocolat chaud et de la chaleur d'un poêle, tu vois, tu peux lire ça. Vraiment là-dedans, c'est si t'aimes le polar, enfin le thriller plutôt, fantastique. Bah vraiment Friday c'est fait pour toi. C'est magnifique. Voilà, vraiment le dessin de Marcos Martin, c'est une prouesse technique absolue. La sélection des couleurs de Vicente, c'est dingue. Et puis Ed Brubaker, je l'ai retrouvé parce que moi j'aimais son passage super héroïque. J'ai beaucoup aimé son Captain, j'ai beaucoup aimé son Daredevil. Je crois que j'ai pas fini d'ailleurs Daredevil. Enfin, si j'ai fini son Daredevil, c'est Bendis que j'ai pas terminé. Du coup, Ed Brubaker, ouais, c'est Reckless et compagnie avec Sean Phillips. Bon, je suis pas fan quoi. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas tout le temps fan et vous le savez. Bisous à Neo s'il passe par là. Mais effectivement, Friday, c'était la réconciliation avec un auteur que j'aime beaucoup. Et Friday, c'est chaudement recommandé. On enchaîne à la 8e place. Voilà, je suis en train d'amener 2 magnétiques. Qu'est-ce qui se passe? Ça a de la gueule quand même. Ça commence à avoir de la gueule, je trouve. Après, je vais l'attacher là-haut là. Je vais mettre 2 crochets et puis je vais le suspendre et comme ça, quand il y aura une espèce d'alerte dans la cave du Miss en disant il y a une œuvre qui monte dans le top, tu vois. Ouais, j'ai pensé à tout, clairement. Bah, je voulais pas faire comme tout le monde, voilà, tout simplement. Je voulais pas faire comme tout le monde, je voulais me faire chier encore une fois. C'est dans mes gènes. Donc du coup, 19, 8e place. Alors ça, c'est une œuvre que j'ai pas lue depuis longtemps, mais il va falloir que je m'y attelle, parce que ça m'a mis tellement une claque à l'époque, c'était une épopée pour moi. C'est la première vraie grosse épopée que je me faisais. Avant, c'était pas mal de one-shot et tout, et pas mal de super-héros. Et là, en fait, il y a le côté Vertigo. Déjà, il y a pas mal de Vertigo, je vais pas te mentir. C'est Brian Kevough, c'est ma première rencontre avec cet auteur incroyable, et puis Pia Guerra et José Marzan Jr. pour, évidemment, Why the Last Man, ou Y le dernier homme, que j'ai poncé. Alors il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 intégrales chez Urban. L'histoire de bout en bout est incroyable, l'histoire de ce mec avec ce petit singe qui vont découvrir tout simplement que tous les chromosomes Y sont morts, donc il reste plus que lui. C'est le seul mec, d'ailleurs c'est peut-être lié à lui, vous verrez. Enfin, il y a une espèce de tout est possible en fait. Et du coup, il arrive dans un monde où tous les hommes sont morts. Donc là, tu te rends compte qu'il y a des problèmes pour faire voler des avions, pour faire marcher des banques, pour faire du transport. Parce qu'en fait, tu te rends compte que les hommes ont monopolisé énormément de travaux et de travail important. Et du coup, c'est évidemment une critique féministe sur le monde d'aujourd'hui. Un regard nouveau, une façon que Kevin a de nous narrer ça avec des problématiques, vraiment retourner tous les problèmes à l'envers. Du fait qu'il soit en minorité parce qu'il est tout seul, par rapport à une espèce d'énorme conglomérat de meufs avec des personnages très forts, dont sa mère, cette histoire de ce gamin qui veut aller en Australie pour aller retrouver sa copine, et puis une fin qui est bouleversante encore une fois quoi. Donc Why the Last Man, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. J'ai hâte de le relire. C'est ce qui va me permettre de relire tout ça, et j'en parlerai dans la cave du Mills. Évidemment, je vous parlerai de nouveautés, mais également de choses dont je n'ai pas parlé dans la cave du Mills. Je pense pas que je vous reparlerai de Hawkeye si je le relis par exemple, parce que j'en ai déjà parlé, donc ça sert à rien. Mais effectivement, Why the Last Man, j'en ai jamais fait une chronique, et c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé à l'époque. Pour moi, quand j'ai lu ça, typiquement, c'était premier. Voilà, c'était premier. En attendant, il y a eu des trucs un peu incroyables qui sont arrivés, mais effectivement, Why the Last Man, c'est chaudement recommandé si vous voulez une petite histoire, j'allais dire d'anticipation, non quand même pas, mais post-apo dans un délire un peu virus, et le nombre de personnes qui meurent quoi. Il y a la moitié de la population qui disparaît, c'est quand même pas rien quoi. C'est un peu comme Thanos, tu vois, il y a un truc pour se la péter devant la mort. Tiens, je vais faire ça. Enfin bref, incroyable. Et maintenant, on enchaîne avec du super-héros, parce qu'à un moment, c'est bon, ça va 2 secondes. Hein. Là, vous allez vous dire, mais attends, c'est qui va parler? L'un de mes personnages préférés. Ah, le Punisher. Et non, ma petite perruche, de Batman, un long Halloween. Eh oui. Moi aussi, je
je le mets dans mon panthéon des meilleures lectures ever. Jeff Loeb et Tim Sale. Évidemment, vous le trouverez chez Urban, mais Batman un long Halloween que j'ai adoré, voilà, qui était l'une de mes premières claques Batman, il me semble, une de mes premières vraies claques Batman. J'en ai parlé sur beaucoup de chaînes, j'en ai parlé avec beaucoup de gens. C'est une œuvre que je connais pas mal, qui est vraiment singulière pour moi. Bisous à Jules parce que je sais qu'il adore cette œuvre. C'est le premier Batman où je me suis dit, il peut envisager le fait de prendre une édition collector, tu vois. Bon, c'est beaucoup trop cher, voilà, il faut faire des choix dans la vie. D'ailleurs, je l'ai fait pour V pour Vendetta, alors que je l'avais pas lu depuis longtemps. Enfin bref, je connaissais des bibliothèques à lire que l'on se crée juste par principe. Batman un an Halloween, alors les meurtres à chaque fête étalés comme ça, et il y a cette fête de Halloween qui est plus importante que les autres. On va avoir ce Batman qui va mener une enquête, hein, c'est ni plus ni moins qu'une enquête, mais alors c'est tellement bien exercé, tellement bien écrit, tellement bien dessiné par ce duo mythique qui est Jeff Loeb et Tim Sale que évidemment que je peux en parler beaucoup plus parce que j'en ai parlé partout vraiment. Et Batman un long Halloween, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs Batman. J'ai failli mettre année 1, il est pas dedans, faudrait que je le relise parce que j'en suis fou aussi quoi. J'en suis fou. C'est Miller et Mazzucchelli. C'est évident qu'il a sa place là. Et même Amère Victoire, j'en suis friand. Killing Joke, c'est pareil, hein, j'adore cette œuvre, mais je l'ai pas relu depuis longtemps, donc j'en ai plus trop de souvenirs. Oui, à un moment, faut faire un choix, ma perruche, oui. Et on continue immédiatement avec, oui, mon autre personnage préféré, le Punisher, vous le savez, ça allait tomber un jour ou l'autre. J'en ai mis que un, parce que sinon, il en serait criblé. Tel des balles que Frank aurait tiré dans un mafieux. The Punisher Born, qui était sorti chez Panini Comics à l'époque en 100% sous le label Max, évidemment, parce qu'il y a du sang, des os et des boyaux, et c'est assez énervé. Donc Garth Ennis, qui est l'un de mes scénaristes préférés, clairement, et Derek Robertson, que j'aime beaucoup aussi, mais pour cette histoire. Voilà, je trouve que le dessin est mis au service de cette histoire. On va suivre ce Frank, qui, alors c'est le début d'un long run, hein. Avant il y avait le Punisher avec Steve Dillon, dessiné par Steve Dillon et scénarisé par Garth Ennis. Bon bah là c'est avec Parlov, avec Robertson, avec voilà, énormément d'une pléthore d'artistes complètement incroyable. Ce qui est un run complètement fou. Vous pouvez commencer le Punisher par ça. Du coup, c'est très accessible, mais ça change rien à la qualité du récit, quoi. Ça raconte énormément de choses. Ça part du principe que le Punisher avait peut-être un mal enfoui en lui, même avant d'aller au Vietnam. Tu vois, il y a peut-être qu'il s'est déclenché là-bas. Et c'est pas forcément quand sa famille s'est fait tuer à Center Park, quoi. Avec Maria, avec Lisa et avec Frank Jr. Donc ouais, très intéressant. À tout jamais dans mon cœur. Quand j'ai découvert ça, j'étais complètement comme un fou, quoi. Alors c'était à l'époque des premiers 100% en souple chez Panini, que j'ai toujours, en fait. Et qui va, sortir en omnibus bientôt, quoi. J'espère, chez Panini. Si vous passez par là, ça serait cool. Mais c'est prévu, je pense. Il y a une numérotation sur les premiers omnibus. Je vous conseille à toutes et tous, pour découvrir le personnage, de commencer par ça, si vous voulez. Voilà. Vous avez aussi Punisher année 1, qui t'explique vraiment le drame à Center Park. Et tu peux commencer aussi par Steve Dillon et Garth Ennis, qui est le run antérieur. J'en suis fou. Voilà. C'est vraiment, ça mérite sa place. Y a pas à chier, c'est là. Et puis c'est tout. Et j'aurais même pu le monter un peu plus haut. Voilà. Là, je suis en train de relire ce run-là. J'en suis au 16e 100%. Je crois qu'il y en a 20 ou 22, un truc comme ça. Et je prends toujours autant mon pied. Alors maintenant, on arrive dans le dur, parce que là, on arrive aux 5 derniers, et ma chaîne est quand même vachement axée comics, la plupart du temps. Et là, on arrive dans du très très lourd, je vous annonce. Les 5 auraient pu être entre le 5e et le 2e. Parce que le premier, c'est évident, c'est comme ça, et puis c'est tout. Si t'es pas content, retourne chez ta mère, elle fait du flan. On est sur une œuvre qui m'a bouleversé, parce que je me suis dit, les super-héros, ça peut être ça aussi. Je veux bien entendu parler, dans l'univers de Batman, de Gotham Central. Voilà, tout simplement. 4 tomes, je crois, 4 ou 5 tomes. Je les ai tous dévorés 3 ou 4 fois. On va suivre l'histoire de la GCPD, des flics de Gotham. Alors c'est Ed Brubaker encore une fois, Craig Rucka et Michael Lars. C'est complètement fou. Si vous aimez le polar, si vous aimez la vie des commissariats, des flics, mais dans un univers où il y a un Batman et il y a des gens qui peuvent te glacer et exploser ton collègue de travail devant toi, c'est clairement fait pour toi. Voilà, c'est vraiment une bombe absolue. Toutes les personnes qui aiment le comics te diront de toute manière que ça, c'est une énorme pépite, c'est un banger et il le faut absolument. C'est aussi simple que ça. Je sais pas s'ils sont sortis dans les petits formats, mais je crois. Et c'est le moment de sauter dessus. Voilà. Ça, c'est un immanquable absolu des comics. Tout simplement. Là, je suis sérieux, ok? Ça se voit là quand même, non? Je suis sérieux. Donc tu vas me faire plaisir d'acheter Gotham Central, de l'emprunter à la bibliothèque, de le voler à un ami. Ouais, mais dans ce cas, tu seras plus un ami, mais écoute, au moins tu l'auras. Parce que ça, c'est un banger absolu. Ça, c'est une tuerie. Et ça va être compliqué. Là, les 5 là, ça va être compliqué de détrôner ça. Je vous le dis. J'ai plus d'eau, quoi. Et je bois de l'eau ce soir, qu'est-ce qui se passe, la merde? Garth Ennis. Encore. Tiens. J'en ai rien à foutre. J'adore ce mec. Ensuite, Steve Dillon. Tiens. Mais est-ce que ce serait pas le run du Punisher avec Garth Ennis, Steve Dillon? Non. Ça a été fait avant. Tu commences à suivre. Ça a été fait avant parce qu'ils étaient en contrat chez Vertigo et ils ont sorti cette énorme bombe qu'est Preacher. Voilà, Preacher, c'est
je pense, l'une de mes lectures les plus marquantes, et pourtant j'ai pas énormément de souvenirs. Faut que je le relise, mais c'est pas impossible que ça parte en top 1, pas top 1, mais top 2, ouais, un de ces 4. Il faut que je relise ça parce que c'était génial, c'était l'une de mes premières claques, c'était ma rencontre clairement avec le dessin de Dillon et l'irrévérence de Garth. Je me suis rendu compte que le comic ça pouvait être ça, pouvait être faire un gros fuck à la religion, montrer des trucs avec des gens qui ont des gueules de trous du cul, mais vraiment des gueules de trous de balle. Vraiment, y a pas d'autre mot. Ça pouvait être violent, ça pouvait être sexy, ça pouvait être irrévérencieux, on pourrait très bien amener un curé, un prêtre, faire une espèce de réunion sacrée, et puis d'un coup avoir un flash, de voir que tout le monde a été décimé dans cette église, et au final, un gars qui en ressort, et qui se fait la promesse d'aller botter le cul de Dieu, mais oui, il y a un peu de ça, quoi. Donc il va s'entourer d'une ex à lui, et d'un vampire irlandais qui est complètement alcoolique, qui est complètement drogué, qui est complètement fêlé, en fait, qui est nocif, qui est nauséabonde, qui est, voilà. Bon, ils vont faire chemin ensemble, quoi. Et tu te dis, mais je pensais vraiment pas que c'était possible. Ni dans le franco-belge, ni dans le manga, ni nulle part. Je pensais vraiment pas que... D'ailleurs, il y a pas de manga. Mais parce que j'en lis pas assez. Mais si un jour j'en lis, je mettrai de l'autre côté, t'inquiète pas, ah là là, y a pas de discrimination, frérot. C'est juste que, à part Akira, Full Metal Alchemist, Priest, Bleach, toutes les œuvres indépendantes que j'ai pu lire, qu'on m'a prêté, bah les mangas j'en lis pas tant que ça. Mais en tout cas, Preacher, pour revenir au sujet, c'est en 6 tomes quand même. Ouais, t'as un peu de lecture, hein. Ça prend ça dans ta bibliothèque, tout simplement. Ce duo Garth Ennis et Steve Dillon, qui avaient les clés de la baraque, ils avaient les clés de Vertigo et le porte-monnaie de DC, quoi. C'est fou, ça se trouve chez Urban, c'est magnifique, c'est merveilleux. Franchement, c'est top 4, j'ai envie de le mettre là. Genre, je sais pas, je l'ai pas encore relu, donc je sais pas, là, je vais le mettre là, d'accord? On se le met là, on dit que, voilà, on part là-dessus, c'est de bonne guerre. Et on part sur la suite, sortie également chez Urban, en Urban Indies. C'est Jeff Lemire cette fois-ci. Ah, Jeff Lemire, qui est également un auteur qu'on adore, qu'on apprécie, que beaucoup de gens apprécient, a raison, parce que c'était quelqu'un qui... Oui, il parle souvent des relations entre les parents et les enfants. Oui, bah, c'est pas grave, en fait. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle la vie, donc quelque part, c'est pas grave. Une œuvre de science-fiction de Jeff Lemire. Ah, non, c'est pas Sentient, c'est Dustin Nguyen qui dessine. Ah, évidemment, vous l'aurez deviné, je vais parler de Descender. Descender, avec ce petit gamin, ce petit Tim, qui va être adopté, clairement, hein, qui est un robot, qui va accompagner un enfant dans une famille qui va le traiter comme un petit enfant. Sauf qu'un jour, il y a d'énormes machines, presque célestes en fait, machines de guerre qui vont venir sur les planètes et éradiquer la plupart des personnes qui y vivent. Ça va être un drame absolu, il va y avoir une espèce de haine envers les robots, et lui va essayer de défendre tant bien que mal. Un petit côté Superman dans son délire, parce que effectivement, il va voir la beauté chez l'humain, tu vois, parce qu'on lui a, pour la première fois, on l'a appelé par un... Putain, rien que d'en parler, j'ai envie de chialer, c'est fou, hein. Ça fait des années que je l'ai pas lu, hein. Et je m'en rappelle très bien, et là, ça me revient, plus j'en parle, plus ça me revient. Et j'ai encore de l'émotion, quoi. C'est fou, quoi. C'est vraiment des œuvres comme ça qui sont poignantes, quoi. Là, j'ai des frissons, casse les couilles. Mais faut que je parle de toute l'œuvre, un de ces 4 dans l'Académie aussi. Je vais certainement le relire dans pas longtemps parce que c'est bien exécuté. Les dessins de Dustin Nguyen qui sont incroyables, où il n'y a pas de traits. C'est que des couleurs pastel, de l'aquarelle, quoi. Et il y a un délire vraiment graphique qui est très assumé. Enfin, moi qui aime le 9e art sur toutes ces formes, trop content qu'une histoire aussi stylée soit parlée comme ça. C'est un space opéra, clairement. Il y a beaucoup de races, tout le monde essaie de tirer la couverture à soi, et tout va tourner autour de ce petit gamin qui a beaucoup plus de puissance qu'il ne le croit, quoi. Et des souvenirs qui sont enfouis en lui et tout, et puis tout le courage qu'il caractérise. Et va-t-il recroiser des membres de sa famille, vous le saurez. Mais en tout cas, c'est merveilleux, Descender. C'est vraiment merveilleux, et j'ai pas encore lu Ascender. Donc Descender, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est bouleversant. C'est pareil, hein. Preacher, ça va être compliqué, au pire ça va monter. Mais en tout cas, Descender, ça va être compliqué pour enlever ça du classement top 10 en tout cas. Que dans 10 ans, je pense que au pire c'est vers là, tu vois. Vraiment. Et Batman, bah lui il sera dans les chiottes. Ah non mais désolé, voilà, vraiment, si ça descend, ça pousse, et puis ça tombe dans l'eau. Ah voilà, plouf, tout simplement. On enchaîne avec des 2 bangers. Donc là c'était le top 3, frérot, quand même. Hein, un peu de respect, on arrive dans le dur quand même. Top 3, bon bah une œuvre qui est pas si vieille que ça par contre, pour le coup. Une œuvre que j'ai lue là hier. Non, pas du tout, je déconne. Non, une œuvre qui j'en ai parlé sur la cave, hein. C'était un énorme coup de cœur en 2022 ou 2021 ou 2023 peut-être bien. Donc je l'ai découvert en direct et j'étais bouleversé, quoi. Évidemment, vous l'aurez deviné, Barry Windsor Smith, Monstre de Delcourt. Voilà. Cette œuvre est une énorme claque. Moi, quand je vois ça, je vois une claque. Je vois une tarte. Je vois une proposition graphique de Barry Windsor Smith qui balance du détail à outrance, avec un crayonné un peu à la Miller sur certaines étapes de la vie de Miller, avec une histoire
qui te propulse tout simplement les monstres là où tu les attends pas. C'est-à-dire que bah ouais, histoire de ce personnage qui va faire le fruit d'expérimentation sur lui et devenir lui-même un monstre, mais parce que les hommes sont eux-mêmes des monstres, qui est le pire finalement? Est-ce que c'est la personne qui s'est fait duper, qui avait pas confiance en elle, avec laquelle on s'est servi pour faire voilà. Il y a un petit côté en plus il y a des trucs qui sont pas expliqués, il y a un peu de magie avec une petite fille, il y a beaucoup d'histoires qui racontent énormément sur cette époque en plus. Monstre, c'est à la base un projet qui était prévu par Barry Windsor Smith, qui était écrit en tout cas pour parler de Hulk, et ça a été refusé, et tant mieux quelque part, parce que ça nous a offert un truc complètement fou. Très content que ça existe du moins, et que ce soit déjà sorti, c'est déjà le but du jeu quoi. C'est prodigieux, voilà, prodigieux. Je pense que ça sera jamais égalé en termes d'impact émotionnel, de violence. Quand je parlais tout à l'heure de l'homme en noir, mais il y a plusieurs sujets, vous aurez remarqué, il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment la science-fiction, évidemment le côté irrévérencieux. C'est pour ça que sur mon top il y a un truc ovni, frère, c'est que le côté gore, irrévérencieux, poussé jusqu'au boutisme, vous savez que ça me plaît. Quand on va dans le gore c'est à fond, quand on va dans le cul c'est à fond, quand on va dans le machin c'est à fond. J'aime quand c'est voilà, quand les mecs prennent leur corolès ou les meufs prennent leurs ovaires et les posent sur la table. Tu vois, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans. Évidemment, bah la violence faite aux enfants qui m'excède au plus haut point, et donc j'ai envie de me renseigner, de m'instruire en fait là-dessus pour évidemment détecter, pour évidemment alerter, pour en parler, c'est important. Là-dedans, il y a des scènes qui m'ont rappelé ma jeunesse dans une moindre mesure quand même, mais qui m'ont rappelé des trucs effroyables que j'ai vécu, qui m'ont marqué à vie. Je pense que mon psychiatre, si j'en avais un là, je pense qu'on pourrait passer un petit moment sur le divan là. Vraiment, il y a un truc fou que Barry Windsor Smith a réussi à saisir comme ça et à sortir des cases pour nous l'amener. Et la fin est, voilà, je vous en parle pas, mais il y a vraiment quelque chose de dramatique du début à la fin, quoi. Il y a quelque chose qui est assez pesant. C'est très très lourd, faut vraiment avoir la pêche pour lire ça. Je pense que Barry Windsor Smith, à mon sens, c'est son meilleur travail. Voilà, L'Arme X c'est cool, mais alors ça, putain. Laisse tomber Roger, voilà. Hop là. Ça c'est fait. Bon bah si vous me connaissez, c'est pas quelque chose qui va vous choquer, quelque chose qui va vous surprendre. Alan Moore enfin est dans la place, voilà, vous l'avez, c'est Dave Gibbons, voilà, vous l'avez, c'est comme ça, voilà, c'est Watchmen. Ah voilà, écoutez messieurs dames, Watchmen, j'ai acheté la grosse édition, j'ai l'ancienne absolute, j'ai l'édition normale, j'ai rebalancé les petites issues là, parce qu'à un moment j'ai plus de place. Mais je l'ai en 3 ou 4 exemplaires dans ma bibliothèque. Je vais l'acheter là, je l'ai vu. Je vais l'acheter en pocket pour le prêter. Alan Moore, ce génie absolu quoi. Comme je vous dis, V pour Vendetta, tout ça, From Hell, moi je suis pas fan. Voilà, je vous le dis, il y aura pas From Hell dans le top 10. Je suis pas fan du tout, trop renseigné. C'est une vraie œuvre incroyable, mais c'est beaucoup trop documenté, c'est pompeux, c'est un peu lourd en fait. Que dire, c'est toute ma life quoi. C'est toute ma life, c'est toute ma jeunesse, tout ce qui m'a constitué en tant que fan de l'approche super-héroïque différente, tu vois. Je me plaisais pas dans cette vision super-héroïque, et quand j'ai eu cette proposition qui est similaire à 12, tout ça, et bien d'ailleurs qu'il faut que je lise. Alors, il y a trop de trucs à lire, frère. Je suis en train de me rendre compte que je m'enfonce dans une espèce de tunnel infini, de spirale monumentale de lecture. Voilà. Watchmen, c'est une façon de me montrer qu'on peut faire différent encore une fois. Et c'est c'est ce que je recherche quelque part à chaque fois. C'est qu'on peut faire différent. On peut avoir une vision différente. Qu'on soit d'accord ou pas avec elle, elle est proposée. Et le fait qu'elle soit décalée, qu'elle soit un peu en marge, ça me plaît immédiatement. Voilà. C'est aussi simple que ça, le comics je le vois comme ça. C'est fou à quel point Alan Moore il a réussi à y mettre énormément de choses, de la beauté, il a mis de la précision comme une espèce d'horlogerie suisse dont il fait référence longtemps et dont c'est dépeint par Dave Gibbons d'une magnifique manière. Il met énormément de violence, d'incompréhension, du côté border. Il a su récupérer les personnages qu'il avait sous la main et réussir à en faire quelque chose de fou. Évidemment Rorschach, moi mon groupe s'appelle Rorschach TV Show, donc j'aime autant vous dire que c'est un personnage qui compte pour moi. Encore une fois, comme le Punisher, c'est pas un héros pour moi, c'est évidemment un anti-héros, mais il a une part d'humanité qui est morte, et c'est cette part d'humanité qui est morte et qui lui manque, qui me rappelle à quel point l'humanité est importante. Je suis fan de ce personnage, voilà. Je suis fan de ce personnage, c'est pour ça que j'ai peur et que j'ai acheté Rorschach de Tom King, et que j'ai jamais mis mon nez dedans parce que j'ai trop peur en fait. Je sais que ça parle pas de Rorschach, je sais, voilà, et c'est pas ça que j'ai peur en fait. J'ai peur que ça détruise un peu pas le mythe, mais que ça détruise un petit peu le piédestal sur lequel j'ai mis Rorschach, quoi. En tant que personnage et pas en tant que modèle, quoi, évidemment. Dr Manhattan, Ozymandias, le hibou, le comédien, putain.
Toutes ces histoires sont incroyables, tous ces personnages sont tellement bien caractérisés. C'est une façon tellement de se dire, bon bah écoutez les gars, j'ai fait ça, maintenant bah j'ai breaké le game quoi, tu vois. C'est un peu comme The Dark Knight, enfin ouais, c'est un peu comme Dark Knight Returns. C'est des œuvres qui te mettent une tarte et qui comptent pour le médium comics et qui comptent pour l'histoire du comic book en fait en général. Watchmen c'est totalement ça quoi, c'est une œuvre que je relis tous les ans, que j'ai plaisir à conseiller, que je conseillerai toute ma vie et je vous le dis, et je pense que je pèse mes mots, mais Watchmen ce sera tout jamais. Par contre, pour le coup, je bouge vachement dans le milieu du tableau, tu vois. Mais ça, frère, ça c'est impossible. Universal Wars 1 et Watchmen, ça va être très compliqué de le bouger. Et si je rencontre un dessinateur ou quelqu'un qui fait du gore autant que Grovey Death Trip, ou un dessinateur qui me plaît plus que Geoff Darrow, sans vous dire c'est mort, ça ne bougera pas. Je pense que les magnétiques vont pas bouger et ils finiront collés, parce que oui, si vous mettiez un magnétique, c'est mon métier qui parle, si vous mettiez un magnétique et que vous passez du produit pour laver votre bagnole avec le magnétique et toujours sur la voiture, à force il va se désagréger et finir par coller, voilà. Bon, il faut que le soleil, la lune tape dessus là, il est quand même plus ou moins à l'aise le truc. Et voilà mon top comics, ma petite perruche, il a quand même de la gueule moi je trouve. Watchmen en premier, Monstre en second de Barry Windsor Smith, Descender, Preacher, Gotham Central, The Punisher, Born en particulier, mais le run en général, Batman avant Halloween, Why the Last Man, ou Y le dernier homme pour les francophones, et Friday, puis aucune tombe assez profonde. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas un top définitif, moi ça bouge énormément. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça au fur et à mesure de nos pérégrination. Nous allons pouvoir bouger un peu tout ça, je vais pouvoir faire des petites magnettes à la boîte, des petites magnettes, je vais les coller sur mon tableau. Et franchement, je trouve que ça a de la gueule. Il y a plein d'auteurs qui me parlent, mais il y a du temps, de l'argent, de la place. À un moment, on peut pas tout avoir. Je suis très content de ce top, je le trouve vraiment stylé. Et ben voilà ma petite perruche, mine de rien, c'était pas désagréable à faire. Mon top BD, mon top comics et mon top OVNI. Encore une fois, c'est pas du tout le délire de dire que Watchmen est mieux que Monstre, qui est mieux que Descender, mais il y a un peu de ça quand même. Ah, il y a un peu de ça quand même. Donc c'est un peu jouissif. Évidemment que non, c'est pas pour classer les genres qui sont pas de la même époque, sortis dans le même format, avec la même la pagination, dans le même genre, avec les mêmes auteurs. Bref, évidemment que c'est pas objectif. On est tous d'accord, c'est subjectif. Ça permet juste d'en parler et puis de créer un nouvel événement dans l'Académie Mills. En plus du calendar, en plus du monteur, en plus du top 10. Bon bah voilà, c'est des petits trucs qui vont agrémenter les vidéos avec le Roger qui va rappeler et compagnie. Donc on commence à avoir beaucoup d'idées différentes et du coup j'aime bien, ça fait un espèce de melting pot de bordel que clairement, qu'on se le dise, personne ne fait autrement. Ah, tout simplement. Donc écoutez, j'en suis plutôt content, j'ai hâte d'accrocher ça, j'ai hâte de continuer à agrémenter ce petit top 10. Dites-moi vous dans les commentaires, quel est votre top 3, allez, votre top 3 BD et comics. Et mettez-moi un ovni si vous avez le temps, comme ça j'agrandirai encore cette liste infinie. D'ailleurs je vous la montrerai, un de ces quatre, cette liste, elle est complètement débile. C'est une liste où des fois il y a marqué 3 fois la même BD, donc il est plus que temps que je l'achète, tu vois. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai envie de vous dire un truc, merci pour vos retours, merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour votre bienveillance. Je rencontre de plus en plus de gens qui sont abonnés à la chaîne dans la vraie vie, tu vois. Merci à ceux qui viennent me voir en concert aussi, avec les Enchanté TV Show, ça fait carrément chaud au cœur. Merci pour toute votre gentillesse. Voilà, dès que je balance un truc sur Insta ou j'ai une question, elle est répondue dans la minute. Vous prenez soin de moi là en fait en faisant ça, et j'ai envie de prendre soin de vous aussi, donc je vous le dis, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est prenez vraiment soin de vous. On est dans une période un peu sombre, essayons d'être le plus positif possible, essayons de s'entraider un petit peu, créons une espèce de bienveillance commune qui ferait que ce monde serait quand même un petit peu plus vivable, et très franchement on en a tous besoin, donc il s'agit pas d'attendre que son voisin commence, faites-le quand vous pouvez, à la hauteur de vos moyens évidemment, que ce soit physique, financier, psychologique, évidemment ne vous forcez à rien, mais être gentil c'est cool, et je vous remercie parce que c'est bourré de bienveillance cette chaîne, et même entre vous papotez, des fois il y a des discussions, frère je suis même plus dedans, hein, qu'est-ce qu'il y a, quoi, j'ai plus le droit de parler avec vous. Donc non, c'est génial évidemment, continuez, c'est mortel, on dirait un forum frère, on est en 1998. Cette fin est beaucoup trop longue, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.